qui s'appelle... Hop, je clique sur continuer pour l'enregistrement de la vidéo. Donc, je travaille pour un centre de recherche basé en Norvège qui s'appelle UFO Anti-Corruption Resource Center. Donc, je travaille sur tout ce qui est corruption, mais aussi flux financiers illicites de manière plus générale et les ressources naturelles. Je vois quelques noms que je connais. Avant de travailler pour UFOR, j'ai travaillé pour Sherpa. Et puis, avant ça, j'ai travaillé aussi pour les Nations Unies. Je suis très heureuse que Sarah nous ait invité, proposé de faire cette session. Je vais laisser la parole à Lucas pour se présenter. Bonjour, je m'appelle Lucas et je suis basé à Barcelone. Je travaille pour le Tax Justice Network dans les affaires de opacité de la finance et de l'économie en général et l'imposition sur les sociétés. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous donner un peu plus de contexte. Donc, comme Sarah le disait tout à l'heure, on va cette session donc, de 2 heures, on va vous présenter le cadre juridique au niveau européen. Donc, normalement, si juste, vous pouvez juste me faire un pouce pour m'assurer que vous voyez bien l'écran, au cas où il y a toujours ce moment de doute, merci. Donc, les objectifs de cette session qu'on a ensemble pour les 2 prochaines heures, c'est de vous apporter un aperçu en matière de lutte contre le blanchiment au niveau européen, et aussi vous donner un aperçu du cadre juridique européen et français sur les bénéficiaires effectifs. Alors, avant de commencer, je voudrais vous proposer un petit vote. Je voudrais vous demander si vous avez déjà lu les directives européennes anti-blanchiment. Alors pour ça, il suffit que vous alliez sur menti.com, soit à partir de votre téléphone, soit au niveau de votre ordinateur, et vous rentrez le code qui est indiqué, donc 69 10 96 03, et vous verrez la question s'afficher et vous pouvez voter, nous dire si vous avez déjà lu là les directives européennes anti-blanchiment. Dites-moi si vous avez des soucis, mais normalement c'est assez simple et c'est assez intuitif, donc on devrait avoir les réponses qui vont s'afficher. On a déjà une personne qui a répondu. Je laisse encore quelques instants parce que je pense qu'on est un peu plus que 6. C'est dans mes souvenirs. Ok, pour l'instant c'est équilibré. Non, je ne sais pas, parce que là, je vois que 8 réponses. On est 20 participants. Donc, il en manque encore 11. Si on peut avoir encore quelques réponses. C'est anonyme, donc il n'y a vraiment pas de crainte à avoir, pas de problème à nous dire si vous avez, oui ou non, lu les directives anti-blanchiment. J'espère, Sarah, que tu as voté. J'étais dans les premières. Ok. Bon, ça s'est équilibré, c'est pas mal. Alors, vu que ça reste stable, je vous propose ne quittez pas la page et je vous propose la même question, mais pour la loi française sur les bénéficiaires effectifs. Est-ce que vous avez déjà lu la loi française sur les bénéficiaires effectifs? Pareil, c'est oui, non. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent, vous pouvez aller à partir de votre téléphone ou sur votre ordinateur sur le site menti.com.
Vous entrez le code qui est affiché tout en haut ici, 69 10 96 03, pour nous indiquer si vous avez déjà lu la loi française sur les bénéficiaires effectifs. Ouais, c'est intéressant, on voit ça monte doucement, le nombre de personnes qui votent. Bon, très bien. Ben, ça nous donne une idée de voir un peu les connaissances qu'il y a dans le groupe sur le sujet au niveau du cadre juridique. Je ne vous ai pas mis la question de savoir si vous avez lu le manuel de formation de 196 pages que Sarah a dû vous envoyer. Mais merci en tout cas d'avoir répondu. Ça nous donne un aperçu vraiment du groupe. Sans plus attendre, on va entamer la première partie de notre présentation qui porte sur donc, le régime au niveau européen de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Merci Sophie. On va passer d'emblée à la slide suivante qui vous montre un petit peu la chronologie des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En gros, ça a commencé en 91 et le format principal, c'était la directive. La directive est un texte juridique quand il est généré par les institutions européennes proposées par la Commission entre le Conseil et le Parlement, et quand la directive est finalement décidée, elle doit être transposée dans le cadre interne de chaque pays membre. C'est-à-dire que chaque pays doit faire sa propre loi qui est basée sur la directive européenne. Et c'est important de signaler que cette directive elle-même est basée sur les recommandations, notamment celle de 2012, modifiée de la Financial Action Task Force, c'est la GAFI en français, et c'est un organe international qui décide des standards de régulation en cette matière. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la définition, c'est, comme vous pouvez bien lire, toute personne physique qui, en fin de compte, possède ou contrôle ou pour le compte de laquelle on fait quelque chose. Non? Et du coup, on voit qu'il y a plusieurs éléments, la possession, le contrôle et le bénéfice de quelque chose. Slide suivante, s'il vous plaît. Du coup, ces différentes composantes vont se séparer dans deux approches principales. Il y a la quantitative qui a à voir avec combien de votes ou de propriétés est-ce que quelqu'un a sur une entreprise ou un arrangement. Et ici, d'après la directive, il y a le chiffre magique de 25%, par-dessous duquel il n'y a aucun problème, mais par-dessus, on est considéré bénéficiaire et effectif. Et après, il y a l'approche qualitative qui est censée couvrir toutes les situations où même si on n'arrive pas à cette barrière magique du 25%, on va quand même être considéré comme un bénéficiaire effectif si l'on a, disons, comme un contrôle sur le pouvoir de décision de l'entité juridique en soi. Et vite fait, il y a la propriété directe, genre je suis propriétaire d'une pomme, et la propriété indirecte, je contrôle Jean-Claude,
et Jean-Claude est propriétaire de la pomme. Du coup, je peux dire à Jean-Claude qui me donne la pomme et on est tous contents. Slide suivante. Du coup, ça c'est un exemple de comment, comment le processus de transposition des directives européennes peut avoir comme résultat des différentes lois et des différents résultats à l'heure de savoir qui est le bénéficiaire effectif d'une entreprise. Du coup, tant l'Allemagne comme l'Italie et comme le Luxembourg sont en compliant avec la directive européenne, mais pour chacun de ces pays, et la France rentrerait dans le cadre de l'Italie, il y a des résultats différents. Et ça, c'est parce que les lois de transposition de chacun des pays veulent comprendre la directive de façon différente. Slide suivant, s'il vous plaît. Du coup, un résumé vite fait des formes d'entités et arrangements juridiques. Il y a une séparation générale entre ce que l'on appelle personne morale et arrangement juridique. Il y en a qui considèrent qu'une personne morale, c'est en soi un arrangement juridique, mais pour la simplicité, on va séparer ces deux catégories-là. En principe, une personne morale, ça a une personnalité juridique, ça a une capacité d'agir devant un tribunal et c'est soumis à l'impôt normalement. Non? Du coup, dans cette catégorie-là, on a les sociétés anonymes, sociétés de capitaux par action, mais aussi les fondations et les sociétés qui ont un but spécialisé, comme ce seraient les sociétés civiles immobilières en France. Et par rapport aux arrangements juridiques, en France, il y a la fiducie, mais celle qui est la plus connue mondialement, c'est le trust, qu'on va voir à continuation. Et il y a aussi dans le monde de l'investissement et de la finance, ce qu'on appelle special purpose vehicles ou véhicules ou fonds spécialisés qui peuvent ou pas avoir de la personnalité légale et qui sont faits, disons, pour un but spécifique. Et après, disons, au milieu de tout ce nuage, il y a les arrangements hybrides qui permettent de faire encore plus de triche. Donc, slide suivante. Du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que quand le but est l'obfuscation, c'est-à-dire comme vous voyez dans la partie du bas de la slide, on a ou une œuvre d'art, de l'or, des diamants, une maison, une villa, un château, une banque, que l'on veut cacher. Du coup, l'on va utiliser tous les moyens juridiques disponibles dans une juridiction, mais aussi dans les autres. C'est-à-dire que quand on a, disons, comme un cas de corruption, par exemple en France, normalement, quand c'est de la grande corruption, il y a une composante internationale qui vient s'insérer. Et c'est parce que pour mieux profiter des vides juridiques de chaque pays, ceux qui veulent cacher des choses vont utiliser une combinaison de différentes entités et arrangements juridiques pour ce but-là. Slide suivante, s'il vous plaît. Du coup, comme je vous ai dit avant, il y a une entité qui est, il y a un type d'arrangement juridique qui est très important qui s'appelle le trust. Trust, ça veut dire confiance en anglais, et c'est parce que le constituant va faire confiance au fiduciaire
pour qu'il gère son argent et sa richesse au bénéfice du bénéficiaire. Et après, il peut y avoir d'autres personnes, par exemple le protecteur qui est là-bas pour que le fiduciaire fasse son travail. Du coup, si le fiduciaire, avec l'argent que le constituant lui a donné, veut s'acheter une Ferrari, quand en réalité la Ferrari c'était pour le bénéficiaire, le protecteur peut venir et dire tu n'es pas en train de faire ton travail, il faut qu'on change de fiduciaire. Slide suivante. Et là, le problème ou l'avantage pour certains, c'est que la propriété est séparée entre la propriété juridique et la propriété effective ou l'usufruit qui pourrait être dit. Genre, celui qui a la propriété dans un premier moment la donne au fiduciaire. Non. Du coup, la propriété n'est plus en propriété du constituant, mais du fiduciaire. Mais comme ça va être organisé ou géré au profit du bénéficiaire, ben, le fiduciaire peut argumenter face aux autorités que ce n'est pas sa propre richesse, du coup, qu'il ne va pas y avoir d'impôt sur le fiduciaire parce que c'est simplement, disons, un wealth manager, par exemple. Et le bénéficiaire qui peut recevoir cet argent, pas nécessairement dans son pays de domicile, mais peut-être sur un compte en banque corporatif dans un paradis fiscal, peut toujours dire qu'il n'a pas encore reçu de l'argent, même si le bénéficiaire il est désigné dans le contrat de création du trust. D'ailleurs, il y a certaines juridictions, je me souviens à Hong Kong, où on peut créer un trust à l'oral. Du coup, ça c'est parfait. Slide suivante. Ça c'est un petit schéma. Constituant qui contrôle le protecteur, qui contrôle le trustee, le fiduciaire, et après l'argent qui se débourse dans différentes personnes. Slide suivante. Ça, c'est un exemple réel, ici, des offshore leaks, en particulier Paradise Papers, où l'on voit d'un côté Sam Kahamba Kutesa, ex-premier ministre de l'Ouganda. Il a aussi été un haut gradé des Nations Unies. Et dans le côté du haut, slide suivante, on voit la partie réelle. Monsieur Sam Kahamba avec son ami Muganga et leur maison. Tout ça, c'est réel, non? Et de l'autre partie, on voit tout ce qui est créé dans la fiction juridique, qui est un trust. Disons, moi, je vais mettre la propriété ici, toi, tu vas contrôler ça et tout ça, tout ça. Et du coup, ça, c'est facilité par des intermédiaires comme Appleby et plus généralement par une industrie qui s'appelle Trust and Company Service Providers, service de création d'entreprises et autres. Slide suivante. Du coup, pour résumer un peu ce que font les directives anti-blanchiment, il y a comme deux gros thèmes. Il y a d'abord les entités assujetties qui sont censées avoir un risque plus élevé de blanchiment et de financement du terrorisme. Et ces entreprises-là vont être obligées à, ce qui paraîtrait quelque chose de très simple au-delà d'acheter une barre de pain, à savoir qui est le client, qui sont leurs clients. Non? Du coup, il y a un client qui vient dans une banque et la banque dit qui es-tu? Non? Et si le client dit non, moi je suis une entreprise, bon d'accord, mais qui contrôle cette entreprise, c'est votre entreprise personnelle, etc. C'est bon.
Et l'autre partie, c'est l'enregistrement de la propriété effective dans les registres des bénéficiaires effectifs. Et ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et l'objectif de cet enregistrement plus généralisé, c'est de maintenir les informations suffisantes pour que les entités assujetties puissent faire des vérifications, mais aussi pour que le public au sens large puisse voir qui contrôle l'activité économique qui lui concerne. Et oui, plus de détails ensuite. Slide suivante. Et oui, et vite fait, les entités assujetties, tout ce qui est à gauche, c'est ce qui était, ce qui a été le cas plus traditionnellement, disons pas depuis le début des directives anti-blanchiment, mais depuis quelques années déjà. Secteur financier, les intermédiaires, avocats, notaires, etc., les conseillers fiscaux financiers, les agents immobiliers, et aussi certains secteurs comme les pierres et métaux précieux et les casinos, où il est très, très facile de blanchir de l'argent. Du coup, c'est pour ça qu'ils leur mettent. Et les nouveaux arrivés dans la dernière directive, c'est tout ce qui est, bon, pas tout, mais une partie de ce qui est crypto connecté. Et, pas mal de trucs par rapport aux œuvres d'art et la location de biens immeubles. Je ne sais pas quand est-ce que vous payez de loyer les gens qui sont à Paris, mais 10 000, ça paraît un peu trop. Et entre autres, ceux qui ne sont pas assujettis, c'est par exemple les entreprises qui transportent des tonnes de cash dans des camions à travers les frontières. Par exemple, eux, ils ne sont pas assujettis, mais ces gens-là. Slide suivante. Et pour revenir un peu dans ce qu'on a dit avant, la Commission européenne, par le biais du Parlement et du Conseil, a agi jusqu'à là, notamment par le biais des directives qui doivent être transposées, que chaque État transpose comme il veut, tout ça. Mais le truc avec le nouveau paquet anti-blanchiment, c'est que c'est par la voie réglementaire, c'est-à-dire que ça va être directement applicable aux États membres. Et en particulier, il va y avoir la création d'une autorité semi-décentralisée à l'échelle européenne qui s'appelle AMLA, l'autorité pour la lutte contre le blanchiment de capitaux, et qui va être en charge genre de coordonner l'action entre les différentes unités d'intelligence financière, que c'est ceux qui reçoivent tous les rapports de transactions suspectes et les trucs comme ça. Et après, il va y avoir un règlement anti-blanchiment, que c'est comme une directive, mais directement applicable. Et c'est là où l'on va voir si ce règlement est finalement décidé qu'il propose une définition commune des bénéficiaires effectifs, ce qui est assez différent parce que, comme l'on a vu, ça peut changer pas mal d'un pays à l'autre. Et après, quelques trucs additionnels sur les cryptoactifs et une 6e directive qui vise aussi, disons, comme à coordonner les États membres. Je laisse la parole à Sophie pour continuer avec une enquête. Oui, merci beaucoup. Alors, je pense que d'ici la fin de la session, vous allez voir que je suis une fan de Metimeter. J'ai préparé autre chose pour vous, même si vous l'avez, je pense, un petit peu abordé dans la session précédente. On aimerait savoir pourquoi, à titre individuel, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de connaître le bénéficiaire effectif
pourriez-vous aller à nouveau sur menti.com, c'est un nouveau code et vous verrez, vous avez la possibilité d'insérer des mots-clés. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 mots-clés, donc on verra en direct les mots qui s'afficheront sur Menti. Donc menti.com, toujours par téléphone ou sur l'ordinateur, le code 52 62 14 54. Et voilà, on aimerait savoir pourquoi vous pensez que c'est important de connaître le bénéficiaire effectif. Alors, si je fais ça, on va pas voir en direct. Tac. Hop là. On commence à avoir des mots-clés qui reviennent. On a une thématique fiscalité, je vois, évasion fiscale, qui est venue, il me semble, je l'ai vu une fois ou 2-3 fois. On voit aussi anticorruption, lutte contre l'opacité, sanctions qui revient quelques fois aussi. En attendant encore un petit peu si d'autres personnes veulent nous mettre des mots-clés. Ça se stabilise. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle du bénéficiaire effectif et pourquoi c'est important de connaître le bénéficiaire effectif, on l'associe souvent à la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment, mais aussi pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais ça va bien au-delà de ça. Connaître le bénéficiaire effectif, par exemple, ça peut nous permettre, dans une affaire de violation des droits humains, de savoir qui était derrière la société qui est à l'origine des violations des droits humains. Ça peut nous permettre aussi de démontrer la responsabilité d'une entreprise en matière de pollution environnementale. Donc, c'est vrai que le domaine est beaucoup plus large. Lucas, est-ce que tu veux ajouter aussi sur d'autres raisons pour lesquelles c'est important de connaître le bénéficiaire effectif? Je pense que comme c'est aussi signalé dans l'image, dans la matière fiscale, c'est disons comme un préalable nécessaire. Si l'on veut imposer un impôt, ben, il faut savoir à qui on l'impose et qui a quoi. Du coup, ça c'est disons c'est oui, c'est une nécessité préliminaire à avoir des politiques fiscales effectives. Et aussi, plus généralement, disons, pour ce que les Anglais appellent accountability, qui est aussi lié à savoir qui a fait quoi. Et ça disons, comme un impact dans le droit, disons, civil comme dans le droit criminel. Parce que quand une entreprise fait quelque chose de mal, que ce soit criminel ou civil, dommages d'intérêt, tout ça, ben, savoir qui a fait ça, ben, c'est important, qui est responsable. Et puis aussi lié, je vois le mot, j'ai vu le mot démocratie et lutter contre l'opacité, mais ça me fait penser aussi à lutter contre les conflits d'intérêts.
Si je pense par exemple les 2 dernières années, enfin surtout en 2020 avec la pandémie, le Covid, au niveau des appels d'offres et des entreprises qui ont pu obtenir certains marchés, eh bien, on ne savait pas nécessairement qui était derrière ces entreprises. Il y a des sociétés qui ont été créées du jour au lendemain, qui n'avaient aucune existence à part qui existaient depuis 2 jours et qui se sont vues attribuer des marchés importants. On l'a notamment vu au Royaume-Uni. On a vu aussi, toujours au Royaume-Uni, dans le cas de la crise du Covid, des entreprises dont le bénéficiaire, qui avait obtenu des marchés, dont le bénéficiaire effectif, en fait, était proche du gouvernement en place, et notamment de Boris Johnson. Donc vraiment, aussi connaître le bénéficiaire effectif, ça peut nous permettre de lutter contre les conflits d'intérêts et donc d'avoir une plus grande transparence, qui, le mot aussi, est indiqué. Merci beaucoup pour tous ces mots. Alors, je vais reprendre la présentation. Je voulais aussi vous donner, qu'on regarde un peu des exemples, et notamment avec ces photos, je voulais voir si vous pourriez me dire ce que ces 3 photos avaient en commun. Vous pouvez soit le dire oralement, ou activer votre micro, ou bien le mettre dans le chat. Alors, si vous devinez, je dirais bravo. J'essaie de mettre un petit peu des indices, mais dites-moi ce que vous pensez ce que ces 3 photos ont en commun. Et Sarah, tu ne peux pas jouer. Alors, est-ce que je ne vois pas dans le chat de réponse. Bon, si vous donnez votre langue au chat, eh bien, en fait, ces 3 photos, ce qu'ils ont en commun, c'est Gulnara Karimova comme bénéficiaire effectif. En fait, cette histoire, elle démarre en Suède, donc on est ici, avec l'entreprise de télécom Telia, qui, en voulant obtenir un marché en Ouzbékistan, donc c'est la photo en bas, pour pouvoir obtenir une licence de télécom en Ouzbékistan, en fait, et d'autres de toute manière pour pouvoir opérer en Ouzbékistan, les entreprises, dans les années 2000-2010, devaient donner une part dans la société qui serait créée en Ouzbékistan, devaient donner des parts à des sociétés qui étaient détenues en fait par la fille de l'ancien président d'Ouzbékistan, donc Gulnara Karimova. Alors, je vois qu'il y a, juste je vérifie, il y a une conversation, un message dans la conversation. De complet, c'est pas mal. Et donc, une fois, donc je disais, en Ouzbékistan, pour pouvoir obtenir un contrat, il fallait que les entreprises fassent un partenariat, des joint ventures avec des entreprises détenues par Gulnara Karimova. Et puis par la suite, en fait, en même temps, il y avait des pots de vin qui étaient versés directement à Gulnara Karimova, et il y avait donc une partie des fonds qui a été utilisée pour acquérir des biens immobiliers en France. Donc c'est la photo du dessus qui nous représente Nice. Il n'y a pas eu qu'en France, il y a eu aussi en Suisse et au Royaume-Uni. En France, tout particulièrement, Gulnara Karimova détenait une villa donc, sur la Côte d'Azur, un château qui était situé dans les Yvelines et près de Rambouillet, et aussi un appartement à Paris. Ces biens ont été achetés par le biais de 3 sociétés civiles immobilières qui ont été créées en 2009 et 2010. Ces sociétés s'appellent Invest Studio, Invest Service Group et Rubis International. Ces 3 sociétés sont toujours inscrites au registre des sociétés. On peut aussi le retrouver sur Infogreffe. Et en fait, derrière ces 3 sociétés se cachait Gulnara Karimova, ainsi qu'un de ses proches. Ce qui nous a permis, en fait, à l'époque, de savoir qui était le bénéficiaire effectif, c'est parce qu'il y a une enquête de police, et donc c'est cette enquête qui a permis de révéler qui étaient les bénéficiaires effectifs. Il n'y avait pas, donc on est en 2014, il n'y avait pas de registre des bénéficiaires effectifs. Maintenant, on a, si vous y allez, vous pouvez voir par exemple que pour Invest Studio, Gulnara détient en direct 95% des parts du capital de Invest Studio.
Ces 3 biens ont été saisis en 2014 pour une valeur de 50 millions d'euros. Et puis après, donc, il y a eu une procédure de plaider coupable. Et donc, les biens ont été confisqués, pardon. Et puis, il y a une procédure de restitution qui est en cours. Donc ça, c'est un exemple, en fait, pour montrer que si on a un lien avec, en France, des biens qui peuvent être situés en France, très souvent, l'histoire a démarré ailleurs. Et dans le cas présent, ça a démarré en Suède avec l'Ouzbékistan. Autre exemple, si on prend le contexte actuel de la guerre en Ukraine et notamment des sanctions européennes qui ont été adoptées, si on s'intéresse un petit peu à l'ensemble des biens immobiliers qui ont été achetés par des Russes, des oligarques russes en France, on peut voir par exemple que la villa La Petite Ourse, située à Saint-Tropez, est détenue par une SCI dénommée le Cèdre Rouge. Et on a aussi des appartements qui sont détenus à Paris par 4 sociétés civiles immobilières. Et ce qu'on voit, c'est que le bénéficiaire effectif, c'est Alexei, alors bon, désolé pour la prononciation, j'ai un peu massacré, mais Alexei Viktorovitch Kouzmichev, qui est une des personnes les plus influentes de Russie, qui a notamment des liens très étroits avec Poutine et qui est donc sur la liste des sanctions. Ces appartements, ces biens immobiliers ont été gelés en mars, ils sont gelés, mais la question c'est est-ce que les fonds qui ont été utilisés pour acheter ces biens immobiliers sont d'origine illicite? Donc ce n'est pas parce qu'on a l'information sur le bénéficiaire effectif que cela nous dit si il y a eu une activité illégale qui s'est produite en amont. Donc c'est important de connaître le bénéficiaire effectif, mais il faut aller plus loin dans la recherche. Ça nous montre aussi qu'il est important d'avoir accès à l'information qui est le bénéficiaire fictif, et notamment à travers des registres, et c'est ce qu'on va voir maintenant, les registres des bénéficiaires effectifs, et notamment ce que nous dit le droit européen. Merci Sophie. On va survoler un peu le thème des registres puisqu'il est étroitement lié avec l'enregistrement des bénéficiaires effectifs. En gros, sachant que l'objet est d'enregistrer qui sont les propriétaires réels des personnes morales et arrangements juridiques agissant dans un pays qui va faire usage de cette information, c'est d'abord les autorités de contrôle, comme l'AMF en France, je pense, mais la police des sanctions en général, et les juges et des personnes comme ça, et aussi les entités assujetties quand elles vérifient qui sont leurs clients. Et finalement, nous, au sens large, la société civile pour faire des investigations, pour les journalistes faire de la recherche, etc. Slide suivante, s'il vous plaît. Suivant. Du coup, l'histoire vite fait des registres est la suivante, disons pas depuis les Romains et les Grecs et tout ça, mais par rapport aux propriétaires des entreprises. D'abord, ce qui était le cas et ce qui continue à être le cas pour les propriétaires juridiques ou légaux, c'est que dans les lois d'enregistrement des sociétés, disons dans la genre company law d'un pays où l'on décrit ce que c'est une société, ben ça va normalement dire une société, c'est celle qui s'enregistre avec le registre du commerce et qui donne certaines informations. Donc, du coup, ça va, disons,
en combinaison avec la création de cette fiction juridique qu'est l'entreprise, il va y avoir la création de ces registres d'entreprise où il va y avoir quelquefois ou pas l'information sur les propriétaires, mais pas les propriétaires effectifs. Tout ça, ça va venir avec les lois anti-blanchiment d'argent qui visent à résoudre le problème que savoir qui est le propriétaire juridique d'une entreprise, c'est dans la plupart des cas pas suffisant. Si tu veux savoir qui est responsable d'une entreprise et tu vas au registre du commerce et tu vois que c'est une autre entreprise, ben, ça ne t'aide pas beaucoup. Du coup, ça c'est l'objet des lois anti-blanchiment qui vont venir se combiner aux lois d'enregistrement des sociétés pour arriver à l'heure actuelle. Et ce que est, disons, comme les dernières évolutions, c'est que l'on va essayer de connecter les registres entre eux pour pouvoir mieux utiliser les informations. Slide suivante. Et dans les dernières lois anti-blanchiment, on va voir que même si les bénéficiaires effectifs, tant des personnes morales comme des arrangements juridiques doivent être enregistrés, la grosse différence, c'est que tandis que pour les personnes morales, les registres des bénéficiaires effectifs sont publics, pour les arrangements juridiques, ce n'est pas le cas. Et c'est suivant. Et c'est que les autorités de contrôle et certaines personnes avec intérêt légitime qui peuvent accéder à ces données. Du coup, ça s'est justifié parce que les arrangements juridiques, c'est souvent, pas toujours, créé autour d'un héritage ou d'une personne qui meurt et qui va laisser toutes ses richesses au profit de sa famille dans les mains d'un fiduciaire ou d'un trustee. Et du coup, comme c'est des affaires familiales, et ben, on va vouloir protéger, disons, comme la privacité des gens concernés. Et ça, c'est la justification très faible pour le fait que les arrangements juridiques, sauf quelques exceptions, ne sont pas des registres publics. Slide suivante. Alors, quelles informations il y a disponibles dans les registres? Ben, par rapport aux personnes morales, que c'est le registre qui est effectivement disponible. On a, ben, comme vous pouvez le voir, le nom, la nationalité, le mois et l'année de la naissance, la nature de l'intérêt, les de résidence et l'étendue de cet intérêt. Suivant. Oui, voilà. Et les différences qu'il peut y avoir entre les pays, c'est souvent si les données sont, disons, comme un accès direct en ligne ou s'il faut avoir, disons, comme un procédé d'enregistrement par lequel la personne qui cherche va donner sa propre information pour le but d'obtenir l'information sur les bénéficiaires effectifs. Et après, il faut payer quelque chose. Suivant. Oui, et ça, c'est ce que je vous mentionnais avant, c'est qu'il y a un projet à l'échelle européenne qui est en train de se lancer et qui va servir, disons, comme à connecter les registres sur les bénéficiaires effectifs de tous les États membres. Et
et en principe, le public va avoir accès à ces informations, peut-être pas, disons, comme au même niveau que les autorités compétentes, mais ça va être, disons, comme un avancement dans tous les cas, parce que ça va permettre de centraliser l'accès à l'information d'une façon convenable pour la recherche et l'investigation. Slide suivante. Ouais. Oui, le nouveau paquet anti-blanchiment, ça va permettre de mettre en commun certaines garanties par rapport au registre et notamment par rapport à la vérification des données qui sont incluses dans le registre, parce que de nos jours, c'est ce qui est, disons, comment est-ce qu'on s'assure que les informations qui sont rentrées dans le registre sont vraies. C'est simplement parce que dans la plupart des cas, l'on fait confiance aux gens. Disons, quel est ton bénéficiaire effectif? Le mien, c'est blablabla. Bla, bla, bla. Et même, il y a beaucoup de cas où si tu ne réponds pas, ben, tu as une petite amende de 7 500 € et tu peux continuer à vivre normalement. Du coup, disons, la nouvelle directive, la 6e, et aussi le nouveau règlement vont mettre en commun pour tous les États membres certains processus pour s'assurer que les informations sur les bénéficiaires effectifs sont vraies et sont courantes dans tous les États membres. Suivant. D'accord. Là, on va commencer comme un exercice pour pouvoir déterminer qui sont les bénéficiaires effectifs de différentes entreprises et arrangements juridiques. Un moment. Il fait très chaud à Barcelone. D'accord. Du coup, vite fait, on a dans le cas A, je vais d'abord présenter, disons, comme des cas théoriques pour lesquels je vais vous donner disons, comme la solution, qui est d'ailleurs marquée dans l'écran. Et après, on va faire 3 exercices qui vont être interactifs et vous allez pouvoir voter, je pense, avec une enquête zoomistique. Du coup, le cas A, c'est le cas de la propriété directe. Jean possède A. Le cas B, c'est la propriété indirecte. Que dans ce cas, disons comme la technique mathématique, c'est de multiplier les différents pourcentages. Mais ça, c'est quand on a, disons, comme une propriété qui est disons, verticale. Disons, comme l'on voit ici, Carole possède D, qui possède C, qui possède B. Pour savoir quel pourcentage a Carole, on va devoir multiplier 0,1 fois 0,79 fois 0,91. Et dans le cas C, l'on voit, disons, comme une propriété qui va être, disons, séparée en deux branches. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est de séparer les 2 branches, faire les multiplications dans chacune d'elles, puis à la fin additionner. Par exemple, la société E est détenue à 49% par Catherine. Du coup, on va additionner ça
à l'autre branche qui est société E possédée par F possédée par G. Et là, on retrouve encore une fois Catherine. Du coup, on va multiplier 51% fois 51% fois 49%. C'est la deuxième branche. Et ce résultat, on va additionner au 49% pour savoir effectivement quel est le pourcentage que Catherine a. Et on peut voir, disons, l'utilité de ce montage parce que si la société G est dans un pays qui est pas très transparent, mais la société E, par exemple, est en France, peut-être que Catherine va paraître comme qu'elle n'a pas le contrôle sur la société E pour la France, mais effectivement, elle va pouvoir contrôler les agissements. Alors, slide suivante. D'accord. Du coup, je ne sais pas si l'on peut lancer l'enquête. Là, on a une société A. On a Marie qui est actionnaire, on a John, on a Paul. Le nominee, c'est un mandataire, peut-être? Mandat. Ouais. Du coup, on peut lancer l'enquête ou vous, Carlotta, tu sais si on a une enquête Zoom qui est... Non? Un sondage, tu veux dire peut-être, Lucas? Alors, je ne sais pas s'il y avait un sondage de prévu. Bon, parce que c'était la même chose pour la dernière fois, mais on peut faire comme ça informellement. Oui, d'accord. J'attends que les gens répondent. On a déjà une première réponse dans le chat par Lison, Marie et John. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir en direct ou mettre dans le chat. Marie et John est populaire. Donc, 3 personnes qui disent Marie et John. Ou John et Marie. Bon, vu qu'il y a consensus, je pense qu'on peut conclure, oui. Du coup, oui, ici, peu importe que John ait formellement que 10%, du coup, par-dessous de la barrière magique, parce que John contrôle Paul et Paul a 30%. Du coup, en effet, Marie et Paul. Exercice suivant. Pareil, pensez et vous pouvez écrire sur le chat. Oui, le ou les bénéficiaires effectifs de la société A. Il y a du choix. Est-ce que c'est Mike? Est-ce que c'est Mike et le trust? Le trust? Marie et Paul, Marie, Paul et John. Marie, Paul, John et l'entreprise C. Toutes les personnes physiques qui sont mentionnées dans le schéma, le graphique. Toutes les personnes physiques dans le schéma plus le trust
toutes les personnes physiques, plus c'est dans l'entreprise ou la société B, toutes les personnes physiques dans le schéma et l'entreprise C, ou bien on ne sait pas, inconnu. Pour l'instant, on a 2 personnes qui ont répondu. Est-ce que d'autres souhaitent réagir, indiquer? C'est compliqué, alors ça ne fait pas partie, c'est une bonne réponse, ça ne faisait pas partie des choix, mais peut-être qu'il faudra y penser pour la prochaine fois, mettre la case, c'est compliqué. D'accord. Bon, je donne le résultat ou pas? Bon, d'accord. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que si pour les sociétés, on a cette combinaison entre la barrière magique du 25% et le contrôle effectif ou par d'autres moyens et tout ça, pour les trusts, pour les fiducies, il y a disons comme une qualification automatique de tous ceux qui ont un rôle significatif dans la fiducie, c'est-à-dire le constituant, le fiduciaire, protecteur et les bénéficiaires. Mais pas dans tous les cas, parce qu'il y a, disons, comme un travail à faire, comme en série, si l'une de ces parties significatives de la fiducie est d'une entreprise en soi, ben, il faut refaire le boulot un peu en série. Du coup, et si l'on ne trouve aucune personne qui corresponde à ces critères, ben, on va désigner le représentant légal d'une entité. Du coup, ici, Mike clairement passe la barrière symbolique du 25. Et par rapport au trust, comme le trust en soi passe au-delà des 25%, il va y avoir, disons, comme automatiquement toutes les parties du trust qui vont être enregistrées. Du coup, Marie et Paul, clairement, parce que c'est des personnes physiques directement liées au trust par leur pouvoir en tant que constituant et protecteur. Et après, il va y avoir John, parce que John est le propriétaire, disons, John contrôle la société B à plus de 25%. Mais par rapport à la société C, qui est in fine celle qui reçoit l'argent, il n'y a personne qui va qualifier comme bénéficiaire effectif de la société C. Du coup, ce qui va être le cas, c'est que le représentant légal de la société C ou la société C en soi va être qualifié comme bénéficiaire effectif de la société. Du coup, la réponse serait Mike, Mary, John, Paul et la société C ou son représentant légal. Exercice suivant. Et ça, c'est un exercice qui est... Bon, je vous laisse penser. Petit piège dans la question quand même, pour préciser. Ah bon, qui n'est pas... On inverse pour mettre un petit peu de piment. Qui n'est pas le BE. Cette fois, on voudrait savoir qui n'est pas le BE.
On a une réponse pour l'instant. Est-ce que tu veux nous donner la réponse? D'accord. Je vais attendre encore un peu. Je perçois une certaine discrimination envers les gens avec un chapeau. Alors, Du coup, les bénéficiaires effectifs, s'il n'y a pas, disons, comme une relation, disons, de nominee, nominator, genre de mandataire, c'est quoi le terme en français quand il y a, disons, comme une relation, disons, comme de contrôle juridique entre quelqu'un qui donne les ordres et quelqu'un qui suit les ordres? C'est un mandataire, un nominataire, comment ça se dit? Mandataire. Après, ça dépend des contextes, mais on peut Ouais, parler de mandataire. mandataire. Du coup, quand on n'est pas le cas, quand on n'est pas dans le cas d'un mandataire, ou par exemple, supposons que Françoise soit le mandataire de JF, Jean-François, ben, Françoise doit suivre les ordres de Jean-François, de par leur relation juridique entre eux. Mais quand on parle d'une influence, c'est tout simplement, disons, que le pouvoir juridique qu'ont Agnès, Anne et Françoise, de par leur pouvoir de vote et de capital, disons, à ce pouvoir, on va ajouter celui de Jean-François de par son influence dominante. Genre que parce que Jean-François est une influence dominante, ça ne va pas, disons, enlever le pouvoir qu'ont Agnès, Anne et Françoise pour voter dans la société B et la société B de contrôler la société A. How do you estimate the influence? Influence is like a very like blurry topic, and so that's why I wrote like influence dominante. So for the avoidance of doubt, like Jean-François has a dominating influence on Agnès, Anne et Françoise. Mais ceux qui ne sont pas des BE, c'est Geoffroy et Eric. Du coup, vous avez raison. Et on a après, disons, comme une modulation de ce même montage dans la slide suivante. J'ai une petite question. Pour reprendre la question de Jean-Charles, comment on caractérise l'influence? Comment est-ce qu'on va la caractériser? Est-ce que ça va être... enfin, voilà, est-ce qu'il y a des éléments objectifs pour la caractériser ou c'est simplement regrouper un faisceau d'indices? Oui, du coup, le plus commun, c'est une influence familiale. Du coup, je pense que les tribunaux français ont créé ce concept, disons, comme de groupement familial dans lequel on va, disons, comme à additionner tous les différents pourcentages des membres du groupe et on va voir, par exemple, si
si les différents membres du groupe vont agir, disons, de forme coordonnée. Du coup, ça va être, disons, comme un indice, mais il y a aussi d'autres indices qui peuvent être liés, disons, comme à une relation de dépendance, comme de dette envers quelqu'un, ou aussi de genre de mariage avec une autre personne. Du coup, je pense que c'est plutôt, disons, comme un faisceau d'indices, et ça va être, si le cas revient devant un juge, ben ça va revenir, disons, comme au juge, disons, combien est-ce que cette influence est importante. Slide suivant. Du coup, qui seraient les bénéficiaires effectifs dans ce cas-là? Du coup, par rapport à la société B, c'est la même chose, simplement que Jean-François, il n'est plus influent parce que Agnès, Anne et Françoise ont pris les armes. Mais il y a eu un changement dans l'actionnariat de la société A. Alors, qui sont les bénéficiaires effectifs? Agnès, Anne, Françoise. Les bénéficiaires effectifs de la société A. Vous dites bénéficiaire de la société A, non? De la société A, ouais. Tu nous révèles la réponse? Ouais. Du coup, là, il fallait faire certains calculs dans la ligne où j'ai indiqué. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a le micro activé. Mais du coup, Geoffroy et Eric ne passent pas la barrière magique du 25. Du coup, ils ne sont pas bénéficiaires effectifs. Et après, par rapport à Agnès, Anne et Françoise, il faut faire les multiplications. Du coup, 49 fois 49, c'est clairement au-dessus de 25%. Mais par contre, Anne, quand on multiplie 49 par 33, la calculette me dit que c'est 16%. Du coup, Anne n'aurait pas ne serait pas considérée comme bénéficiaire effectif de la société A. Ce qui nous laisse Agnès et Françoise, pas par leur droit de vote, mais par leur détention de capitaux. Et slide suivante, et ça c'est l'exemple réel dans lequel je me suis basé, c'est les parfumeries Fragonard, qui sont en Grasse, la ville des parfums. Et oh, 24%, 49 fois. 49, ben alors je me suis gouré et il n'y a pas de bénéficiaire
est effective dans ce cas-là. 49 fois 49. Bon, c'est égal le GERN RI, merci. Il n'y a pas de bénéficiaire effectif dans la slide précédente. Et ce qui nous dit le registre, c'est que la SAS, les parfumeries Fragonard, n'a pas de bénéficiaire effectif quand on regarde sur le registre. Mais par contre, on sait que le président, c'est la compagnie financière Costa, où il y a Agnès, Anne et Françoise. Et cette compagnie financière Costa, oui, a des bénéficiaires effectifs qui sont Agnès, Anne et Françoise. Et quand on va voir quelle est la relation entre la parfumerie Fragonard, la SAS et la SA, on voit qu'il y a tous ces actionnaires-là. Geoffroy, Eric, Jean-François, Agnès, Anne et Françoise, parmi lesquels Jean-François, c'est le père de Agnès, Anne et Françoise. Et Eric et Geoffroy sont les maris respectivement de Françoise et d'Agnès. Et comme on verra ensuite, peut-être, ce qu'on peut savoir, c'est la détention d'actions au moment du dernier dépôt des statuts en 2017. Et on n'a pas d'informations sur quelles sont les détentions d'actions à l'heure actuelle. Du coup, comme vous voyez, même si les bénéficiaires effectifs sont déclarés par rapport à la compagnie financière Costa, et dans ce cas, c'est Agnès, Anne et Françoise, qui vraiment détient ou bénéficie des parfumeries Fragonard, on ne sait pas. Et ça, c'est un peu la conclusion de l'exercice et on va passer à une discussion. Oui, merci beaucoup pour tous ces exemples. Donc, pour un petit récapitulatif, ça fait à peu près 1h15 qu'on est ensemble. Donc, on vous a présenté jusqu'à présent le cadre européen en matière de lutte contre le blanchiment, comment on définit le bénéficiaire effectif. Là, on vous a montré comment on pouvait essayer d'identifier qui était le bénéficiaire effectif. Et pour un peu changer le rythme, on voudrait vous proposer une discussion de groupe pendant 7 minutes. Je vais faire les groupes de discussion juste après. On voudrait que vous discutiez pendant 7 minutes sur la question suivante. En quoi et comment connaître le bénéficiaire effectif peut vous être utile dans votre travail? Donc, d'après ce que j'ai compris de Sarah, parmi vous, nous avons plein de participants différents. Vous travaillez pour des ONG, vous êtes journaliste. J'espère que j'entends et personne clique et partir, donc j'espère que ça ne fait pas peur. Des personnes qui sont dans le domaine de la recherche. Donc voilà, on aimerait que vous échangiez vos idées sur en quoi et comment connaître le bénéficiaire effectif peut vous être utile dans votre travail. Donc 7 minutes, je vais vous donner un lien pour mettre vos idées sur des post-it, sur un Google Slide pour bien faire du franglais. Et avant de démarrer la discussion entre vous, je vous propose, je sais que vous avez déjà fait un tour de table, mais peut-être de rappeler, de faire vite fait un petit tour de table en redonnant votre nom et puis indiquer aux autres la chose la plus palpitante sur laquelle vous avez travaillé cette année. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Donc, c'est assez rapide. Il y a 20 personnes. Donc, hop, on peut faire... paf. Hop, je change. 7 minutes. Je vous mets le lien. Hop, copier le lien. Ici. Voilà. Si vous voulez déjà cliquer sur le lien Google pour me dire si vous avez bien accès, s'il y a un souci. Normalement, vous verrez le post-it s'afficher, la slide. S'il y a quoi que ce soit, dites-moi dans le chat. Bon, je vois que les gens commencent à se connecter.
Eh bien, je vais lancer. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que j'ai 22 participants, mais si je fais de manière manuelle, je vais faire ça de manière manuelle, comme ça, je peux avoir 4 groupes. Ok, on va créer. Hop. Je pense que je ne peux pas faire ça, Sarah. Il va falloir que tu le fasses. Je n'ai pas tous les participants, en fait. Alors, je m'en occupe. Donc, je crée les salles de discussion, c'est ça? Oui, parce que là, j'ai que 7 participants sur les 22 qui sont connectés dans la liste. D'accord. Donc, tu n'as pas pu les attribuer manuellement, c'est ça? Tu peux faire ça de manière automatique, mais D'accord. moi, même quand je le fais de manière automatique, je n'ai pas tous les participants, j'en ai que 7. D'accord, j'ai 2-3 participants oui, par salle quand j'en crée 4. Ouais, je crois. Euh, Idéalement, 5 participants par groupe. Ou sinon, on peut créer 3 salles. Ouais, ça fait pas beaucoup, c'est bizarre. Alors, attribuer manuellement. Je pense que tu as peut-être la même chose que moi. Oui, j'ai que 7 participants aussi qui apparaissent, c'est un petit peu bizarre. Bon, alors ok, on va faire autrement. Je vais vous laisser choisir la salle. Je vais créer. Je vais faire 4 salles. Voilà. Donc, du coup, vous allez pouvoir choisir chacun la salle. Comme ça devrait pouvoir aller. Je vais démarrer. Et vous pourrez, en bas, vous aurez accès, choisir votre groupe de discussion. Est-ce que vous le voyez s'afficher? Mais est-ce que tout le monde, parce que je vois Caroline sur la liste, mais par exemple, je ne sais pas si Lison, je ne sais pas. En vert. Ok, En fait, soit toi qui nous mette dans les salles. Écrit Mais je vous ai pas dans la liste, bizarrement. Non, du coup, je pense qu'il doit y avoir un problème sur la manière. Je vais arrêter. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est la manière dont le Zoom a été lancé, ce qui limite, on ne peut pas mettre les participants. Donc, on va, tant pis, on va laisser le groupe. Du coup, je vais reprendre la présentation. Je vais repartager mon écran. Tac. Hop. Partager. Voilà. Alors, on est parti. Donc, on a vu la question des bénéficiaires effectifs au niveau européen. La question, c'est qu'est-ce qu'il en est en France? Qu'en est-il de la France? D'abord, votre livre de chevet, j'ai envie de dire, c'est le Code monétaire et financier. C'est imprimez ou achetez-le. Vous pouvez de toute manière accéder en ligne. Je vais vous mettre juste après les liens pour accéder directement au texte. Comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'aller sur Google et de taper. Mais brièvement, donc, toutes les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment, vous les retrouvez aux articles L561-1 à L560 564-2 du Code monétaire et financier, et vous avez aussi le complément, la partie R561-1 à R561-64. Et pour le bénéficiaire effectif des sociétés trust fiducie, les trusts, vous les retrouverez dans le livre des procédures fiscales. Et donc, pour les bénéficiaires effectifs, la définition, la réglementation, c'est toujours dans le Code monétaire et financier, aux articles L561-2-2, 561-45 à 561-50. La dernière transposition en France date de 2020 avec ordonnance et décret. Alors, je vais vous donner, que je retrouve la discussion et vous mettre les liens. Hop là. Comme ça,
Hop. Toujours du temps. Non, je ferai après parce que je vois que mon ordinateur rame. Hop, tac. Voilà. Comme ça, si vous voulez mettre dans votre page de favoris et qu'il y a des moments où vous vous ennuyez, vous avez envie de relire, vous les avez directement. Si jamais, ça peut être une passion. Hop, voilà. Donc, dans le chat, je vous ai mis les liens, comme ça, vous pouvez y accéder directement. Pour retenir, parce que je ne vais pas... je vous fais pas, je vous épargne la lecture de tous les articles, donc je vais vraiment me concentrer sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et des trusts fiducie. Si on doit retenir la définition des bénéficiaires effectifs d'une société, en droit français, donc c'est une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote de cette société, ou bien qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle. Alors, ce pouvoir de contrôle, il est défini à l'article L233.3 du Code de commerce, au paragraphe 3 et 4. Et donc, je les ai mis là, comme ça, vous les avez directement. Donc, ce pouvoir de contrôle, c'est que la personne détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales, ou bien lorsqu'elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance. Dans le cas où il ne serait pas possible d'identifier le bénéficiaire effectif et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment ou bien de financement du terrorisme, alors le droit français permet que les personnes physiques qui soient définies comme bénéficiaires effectifs, ce soit les représentants légaux de la société. Et donc, en fonction du type de société, ce sera alors le gérant, le directeur ou le président. Oui, alors il y a un commentaire, donc avoir 4 amis permet de passer sous les radars de 20% chacun. Oui, effectivement, le jeu, en fait, et on le voit dans des pays, je pense par exemple à la République démocratique du Congo, parce que le registre des bénéficiaires effectifs en République démocratique du Congo existe depuis un certain temps. Le seuil est de 25%, et en fait, on voit qu'il y a eu une restructuration du pourcentage pour venir en dessous du seuil. Donc oui, on peut faire un jeu en fait pour aller juste en dessous de ce seuil-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une définition spécifique pour les placements collectifs et pour certaines personnes morales qui ne sont pas une société commerciale ni un placement collectif. Et ici, il est question d'associations, de fondations, de fonds de dotation. Mais je vous épargne la définition. C'est à peu près la même chose. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à lire le Code monétaire et financier. À retenir également sur ce type de sociétés qui sont concernées et qui doivent divulguer leurs bénéficiaires effectifs. Ce sont des sociétés qui sont enregistrées en France. Donc là, je les ai listées pour que vous les ayez en tête. Et puis, les sociétés qui ne sont pas concernées, donc à l'heure actuelle, qui n'ont pas l'obligation de divulguer leurs bénéficiaires effectifs, ce sont les sociétés cotées en France ou dans l'Union européenne, ou bien qui sont soumises à des normes de transparence. Et puis, les sociétés de droit étranger qui auraient une activité en France n'ont pas non plus l'obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs. S'agissant de la fiducie, des bénéficiaires effectifs de la fiducie, puisque en France, la constitution d'un trust est interdit. Les trusts constitués à l'étranger sont reconnus en France, mais on ne peut pas constituer de trust comme on l'entend en droit anglo-saxon. On peut créer des fiducies. Donc, il y a une définition dans le Code monétaire et financier sur qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif d'une fiducie. C'est donc une personne physique qui comprend l'une de ces 5 points. Donc, par exemple, c'est une personne physique qui a la qualité de constituant, fiduciaire, bénéficiaire ou tiers protecteur.
mais ça peut être aussi une personne physique qui a vocation par l'effet d'un acte juridique n'ayant désigné à cette fin à devenir le titulaire, directement ou indirectement, de plus de 25% des actifs, droits et sûretés. On vous a présenté tout à l'heure la définition en droit européen. Je viens de vous présenter la définition en droit français. À votre avis, est-ce que la définition de bénéficiaire effectif en droit français est conforme à la réglementation de l'Union européenne? Pareil, vous pouvez mettre dans le chat, vous pouvez me dire à l'oral comme vous préférez. Alors, c'est silencieux, je ne sais pas. Ah, j'allais dire, je ne sais pas si je dois m'inquiéter. J'ai un oui. Est-ce que d'autres personnes sont d'accord avec ce oui ou pas? Vous pouvez mettre un pouce. Je pense que vous pouvez, s'il y a toujours dedans la possibilité de réagir, mettre un pouce virtuel ou physique, si vous êtes d'accord. La réponse est oui. La France est conforme à la réglementation européenne. On a, si je puis dire, fait un copier-coller. On a reproduit vraiment ce qui était inscrit dans le droit européen. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver à l'heure actuelle le bénéficiaire effectif? Il y a 2 endroits principaux où vous pouvez avoir accès à cette information-là. C'est sur le site infogreffe.fr ou data.inpi.fr. Ces sites contiennent d'autres informations que l'information sur les bénéficiaires effectifs, par exemple l'immatriculation, le SIREN, la forme juridique, le siège social, des informations financières, etc. Donc, ces 2 sites contiennent tout un ensemble de données, mais vous avez notamment le bénéficiaire effectif qui est indiqué. Je crois que c'est ce que vous allez explorer, ces registres-là, vous allez les explorer plus tard, donc je ne vous y emmène pas. Donc, on a vu comment le bénéficiaire effectif est défini en droit français. On sait où trouver le bénéficiaire effectif. La question, c'est qu'est-ce que nous dit la loi française par rapport au registre des bénéficiaires effectifs. Alors, pour les sociétés, le registre est public, il est accessible gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer au préalable pour avoir accès à l'information. Il n'y a pas non plus de frais. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des frais à payer ou bien il faut, par exemple, avoir un numéro d'identification national. Par exemple, en Norvège, on a un numéro d'identité fiscale. Donc, pour avoir accès aux différents registres, en fait, il faut se connecter avec son identifiant fiscal. Et donc, si vous n'êtes pas un résident du pays où on vous demande de vous enregistrer avec cet identifiant fiscal, vous ne pourrez pas accéder au registre des sociétés. En France, le registre est public. Les données qui sont accessibles au public sont le nom d'usage, pseudonyme, prénom, mois et année de naissance, le pays de résidence, la nationalité et aussi la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus. Et ce sont les greffiers qui sont responsables de la vérification. Alors, j'ai lu, juste pour faire une petite parenthèse, j'ai lu plusieurs analyses qui indiquaient que la France ne demandait pas le pays de résidence, mais c'est bien écrit dans le Code monétaire et financier, le pays de résidence est accessible au public. Pour les trusts, l'accès est gratuit, mais il est accessible uniquement pour les personnes qui justifient d'un intérêt légitime en matière de lutte contre le blanchiment. Cet intérêt légitime, enfin, la question de est-ce que les personnes justifient d'un intérêt légitime, c'est laissé à la libre appréciation. Donc, il n'y a pas de définition plus précise actuellement de ce qu'on entend par intérêt légitime.
Donc, si vous et moi, nous voulions accéder au registre des trusts et fiducies, eh bien, il faudrait qu'on démontre qu'on travaille, par exemple, en matière de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, etc., pour pouvoir éventuellement accéder. Et encore, comme il n'y a aucun critère qui sont publiés, sera laissé à la libre appréciation de la personne qui évaluera la demande. Et pour savoir quelles sont les données qui sont accessibles au public si on vous accorde la possibilité d'accéder au registre, eh bien, ce sont les mêmes données que pour les sociétés. À qui il faut demander l'accès au registre? Il faudrait que non, c'est pas le registre des trusts n'est pas sur le site de data.inpi, il est rattaché à l'administration fiscale. Je vais regarder ça juste après, à moins que Sarah ait la réponse immédiatement, mais sinon je regarderai juste après pour vous dire à qui il faut s'adresser. Je ne l'ai pas noté, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas noté. Oui, non, c'est vrai que c'est l'administration fiscale et il n'y a pas de database, il n'y a pas de base de données comme on en a pour les registres des bénéficiaires effectifs. Donc, ça se fait un petit peu à l'ancienne avec une requête écrite en démontrant, sauf si on est vraiment une autorité ou une autorité de poursuite ou autre, mais ça se fait un petit peu à l'ancienne. Il y a peut-être... Oui, je vais regarder après, mais voir s'il n'y a pas un contact direct sur le site de l'administration fiscale, parce qu'après, s'il faut trouver à qui, c'est encore une autre paire de manches. On a une question, un ressortissant, un citoyen français, peut-il se cacher de l'administration fiscale ou a-t-il une obligation de divulguer aux autorités françaises? Est-ce que vous pourriez préciser la question? Dans quel domaine, à quel moment? Je ne sais pas, soit par écrit, soit directement à l'oral. Oui, en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a des obligations de déclaration de patrimoine, par exemple, un particulier en France décide d'ouvrir un trust pour y mettre maison et autres, pour éviter de payer, par exemple, des frais de succession dans un paradis fiscal ou ailleurs, d'ailleurs, ou dans un état coopératif, est-ce qu'il doit le déclarer aux autorités françaises? Les fiducies, elles doivent être enregistrées auprès de l'administration fiscale. Donc, en tout cas, l'administration fiscale va avoir les différentes parties de la fiducie. Après, est-ce qu'ils doivent déclarer ce qu'ils possèdent? Ça, je ne suis pas certaine. Sous contrôle de Sarah, pareil, si tu sais. C'est vrai que le trust doit être déclaré, même le trust, donc c'est-à-dire hors fiducie. Si un citoyen français intervient dans un trust selon la casquette bénéficiaire, fiduciaire ou j'ai un trou sur le dernier nom, eh bien, il doit le déclarer. Après, en effet, sur ce que comporte le trust, et en fonction de là où il est enregistré, c'est là où l'opacité peut régner et c'est assez facile finalement de choisir un territoire non coopératif et de ne pas le déclarer. Donc, on sait qu'il y a un trust, on sait qu'il a constitué, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ok, merci. Ouais, et pardon, je ne sais pas qui allait parler, pardon. Moi, Lucas. Ah, Lucas. Une précision de par la législation européenne, il y a certains déclencheurs de l'obligation d'enregistrement. Normalement, disons, le fait que le trust soit créé de par les lois d'un pays n'est pas suffisant pour qu'il y ait, disons, comme une obligation pour l'enregistrer dans l'Union européenne. Ce qui est le plus commun, c'est si l'un des participants du trust est il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Du coup, il y a normalement une obligation d'enregistrer ce trust si le trustee est domicilié dans un pays. Du coup, si l'on a, disons, comme un trust créé de par les lois des îles Vierges britanniques et le trustee, le fiduciaire,
celui qui reçoit la propriété pour l'administrer au profit d'un autre, si ce trustee il est résident en France, ben, il aura normalement, disons, comme une obligation d'enregistrer ce trust euh, par les autorités fiscales. Et après, ça dépend des pays, mais il y a normalement aussi euh, une obligation d'enregistrer un trust qui établit des relations économiques, disons comme de business, ou qui achète une propriété foncière dans un pays donné. Du coup, dans ce même exemple d'avant, un trust dans les îles Vierges britanniques, même si le fiduciaire n'est pas résident en France, il va normalement devoir s'enregistrer si le trust achète une villa dans la Côte d'Azur ou si il commence à acheter ou à vendre des services ou des biens avec des entreprises françaises. Du coup, ça, c'est normalement, disons, comme ce qu'on appelle genre les triggers, ce qui va déclencher l'enregistrement pour les trusts. Mais c'est indépendant de ce que les gens doivent déclarer à l'administration fiscale de par leurs bénéfices ou s'il y a impôt sur la fortune. Du coup, même si le trust dans lequel tu es lié ne doit pas s'enregistrer en France, si tu reçois dans un compte en banque au Macao de l'argent du trust, il y aura sûrement une obligation de déclarer ces bénéfices que tu as reçus disons, dans ton compte au Macao à l'administration française pour que l'impôt soit calculé. Du coup, disons, il y a plusieurs facteurs, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Ok, merci beaucoup. À votre avis, à nouveau, est-ce que le registre des bénéficiaires effectifs est conforme à la réglementation de l'Union européenne? Donc, ce que prévoit la loi française est conforme. Oui, non. Pareil, en direct ou dans le chat, comme vous préférez. J'ai un grand oui. D'autres personnes? Effectivement, à nouveau, conforme à la réglementation de l'Union européenne, à nouveau, on a, la France a fait si je peux dire à nouveau, un copier-coller. Je sais que vous allez voir cela davantage tout à l'heure et demain, mais on ne pouvait pas parler de ce que prévoit la loi, le cadre législatif, sans parler de la théorie, ce que je viens de vous donner, et de la pratique. Qu'est-ce qu'il en est actuellement? Eh bien, ce qu'on voit, par exemple, c'est que les données sont manquantes. Le rapport, par exemple, du GAFI sur la France qui est paru cette année, en 2022, indique qu'un quart des sociétés en France qui sont enregistrées n'ont toujours pas fourni leurs informations sur leurs bénéficiaires effectifs. Donc, parfois, dans les données manquantes, on n'a pas le pays de résidence, on n'a pas l'étendue des intérêts détenus. Donc, on va savoir, par exemple, que c'est détenu de manière directe, mais on ne va pas avoir le pourcentage. Et parfois, on n'a aucune donnée. Alors, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je vous avais donné sur Gulnara Karimova, voilà sa fiche de bénéficiaire effectif pour la société, la SCI Invest. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que la fiche est complète ou est-ce qu'il manque quelque chose? Et s'il manque quelque chose, qu'est-ce qui manque? Donc, par rapport à ce que le droit français prévoit.
J'ai un c'est complet. Est-ce que d'autres personnes sont d'accord ou pas? Vous êtes drôlement sages. Eh bien, bon, s'il n'y a pas d'autres réponses, en fait, ce n'est pas complet. Il manque une information, c'est le pays de résidence. Donc, on a bien le nom, le prénom, on a la nationalité, le mois et l'année. On n'a pas le pays de résidence, mais on a bien le contrôle, le type de contrôle et l'étendue. Mais vous verrez, je pense que vous verrez ça davantage cet après-midi avec des cas pratiques. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'a aucune information actuellement sur l'exactitude et l'actualisation des données après qu'il y a eu enregistrement. On ne sait pas non plus s'il y a eu des vérifications, des contrôles qui ont été effectués, ou bien, et en cas de manquement, s'il y a eu des sanctions. J'insiste sur ce point, la vérification, l'exactitude d'actualisation sont importantes et je voulais vous mentionner une étude qui a été réalisée par Global Witness, qui est une ONG britannique. Donc, l'ONG a réalisé en 2016 et en 2017 une analyse sur le registre des bénéficiaires effectifs anglais. Ils ont constaté, donc ils ont analysé ces données, il y avait 28 000 bénéficiaires, environ 28 000 bénéficiaires effectifs d'enregistrés, plus de 22 000 sociétés. Ils se sont aperçus que dans une bonne partie des cas, les données qui avaient été transmises au registre des bénéficiaires effectifs anglais étaient non conformes à la réglementation anglaise. Par exemple, au lieu du bénéficiaire effectif, on y indiquait le nom d'une société étrangère qui souvent était enregistrée dans un paradis fiscal. Et puis, ce qu'ils ont aussi noté et qui est assez surprenant, ou alors voilà, les Anglais sont peut-être hyper efficaces, mais ils ont noté que en bénéficiaires effectifs, 2160 bénéficiaires effectifs étaient nés en 2016. Donc, ça note aussi un peu les jeux, l'importance de contrôler et de vérifier l'exactitude des informations parce qu'à ma connaissance, un bébé en 2016 ne peut pas naître en 2016. Une société avec un bénéficiaire effectif enregistré en 2016 et né en 2016, on ne peut pas vraiment contrôler une société à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai loupé sur les sociétés. En France, on n'a pas d'analyse similaire qui a été effectuée. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, dans les participants, je ne sais pas si là, voilà, ça pourrait être quelque chose que vous pourriez faire, mais s'intéresser au registre et aux informations qui ont été transmises, ça pourrait être intéressant de savoir si les informations sont cohérentes, qu'est-ce qui manque et est-ce qu'on a aussi des cas comme ça de bébés qui contrôlent, qui sont les bénéficiaires effectifs de sociétés. J'ai une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des registres dans d'autres pays du monde qui mentionnent ces informations manquantes? Par exemple, sur les sanctions, non. C'est à l'heure actuelle, à ma connaissance, à part Global Witness qui a fait ce travail-là sur le Royaume-Uni, il n'y a pas d'autres analyses équivalentes. Et comme les registres sont petit à petit, et puis ça a pris du temps pour qu'ils soient mis en place et qu'ils soient effectifs, ça n'a pas été encore fait, mais ce serait quelque chose d'important. Donc, sur le site d'Infogreffe, j'ai vu qu'il y avait une mention comme quoi les greffiers effectuaient des vérifications, mais il n'y a pas de rapport annuel où il n'y a aucun élément qui nous permet de savoir quel type de vérification a été effectué et quelles sont ces sanctions. Alors, j'avais prévu par la suite vous proposer un exercice de groupe, mais ce n'est pas possible, mais on peut le faire de manière individuelle sur la base de ce que je vous ai présenté là, et puis aussi de ce que Lutka a présenté précédemment sur l'Union européenne et sur les différentes structures de propriété pour déterminer qui est le bénéficiaire effectif.
quelles améliorations voyez-vous? Qu'est-ce qui serait possible de faire pour améliorer le dispositif actuel? Pour ça, je peux vous proposer, j'avais préparé une slide sur Google, donc c'est le même lien. Hop, je vous le remets. Hop. Et si vous voulez, voilà, plutôt que de mettre dans le chat, il y a la slide 3 et 4 du Google Doc. Il y a la question « Quelles améliorations possibles vous pouvez voir ?» Il y a des post-it. Donc, si vous voulez noter vos idées là, je le montrerai après à tout le monde. Je vous laisse quelques minutes. Ça aurait été plus sympathique qu'on ait des échanges en petits groupes, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Mais voilà, si vous voyez quelques améliorations, je vous laisse le faire et je vais... hop. Voilà, donc là, vous avez l'écran en grand et comme ça, alors c'est anonyme, donc on ne sait pas qui va écrire, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, pas être gêné, mais voilà, vous pouvez écrire les améliorations que vous pensez qui pourraient permettre de rendre le cadre plus efficace. Sophie, j'ai l'impression qu'on a accès qu'en lecture seule. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Ah, alors, merci. Donc maintenant, vous ne voyez pas modifier. Est-ce que c'est bon? Sophie, il faut que tu mettes éditeur et pas commentateur. Merci. Commentateur, C'est parce que je commence à avoir faim et qu'il va être temps que je mange. Approche. Donc là, c'est bon cette fois. Oui. Oui, ok, merci. Les petits aléas. Ah, si je fais ça à chaque fois. Ok. Je vois. Pas mal d'idées, pas mal de propositions. Je laisse encore une minute. Voir s'il y en a d'autres.
on voit 2 propositions déjà pour abaisser, alors une propose supprimer ou bien abaisser le seuil, obliger les entités, les sociétés étrangères à divulguer le BE, clarifier le rôle des ONG, alors, où la notion des bénéficiaires finaux est utilisée. Alors, je sais peut-être la personne qui a mis ce commentaire-là, peut-être proposition-là, peut-être nous en dire un peu plus. Oui, c'est Oui. moi, Thibaut Verdicchio de Action contre la faim. J'en ai parlé au tout début, au premier tour de table, mais je vois que Sarah me dit qu'on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer cette notion et qu'on pourrait l'évoquer plutôt à 16h. C'est très spécifique et c'est assez éloigné de toutes les questions très intéressantes qui ont été évoquées ce matin. Donc Sarah, je ne sais pas si tu préfères, enfin vous préférez que j'en parle maintenant. On peut se tutoyer. Comme je crois que les 40, en fait, je trouve que c'est un sujet qui est assez complexe sur le criblage et qui intéresse les ONG développement. Moi, en tout cas, je prendrai le temps de l'évoquer plus en détail sur la session de 16 à 17h30. En tout cas, en fin de session, au moins 10-15 minutes pour qu'on ait un véritable débat et une discussion. Donc, voilà, c'est... Moi, je suis dispo à 16h. Je ne sais pas si... Je crois qu'il y avait quelqu'un de CCFD. Oui, Caroline, Caroline, d'autres. elle sera également... Enfin, je ne sais pas si elle sera là pour la session cet après-midi, mais ça serait intéressant d'avoir cette discussion. Oui, je peux me rendre disponible pour cet après-midi. Super, merci beaucoup. Ok, super. Ok. Ben, on garde pour plus alors. le suspense pour tout à l'heure. Merci pour toutes les propositions. Alors, de mon côté, j'ai fait my wish list, ma liste de Noël. Et quand je vois ce que vous avez mis, eh bien, j'ai mis à peu près la même chose. Également, proposer qu'on n'y ait pas de seuil minimum, qu'on n'ait pas la possibilité de déclarer les représentants légaux comme bénéficiaires effectifs. Il y a des sociétés que j'ai regardées, notamment dans le domaine pétrolier, qui sont enregistrées en France. Il n'y a pas de le bénéficiaire effectif qui est enregistré, c'est le représentant légal. Donc, ça pose un certain nombre de questions. Qu'on ait toutes les sociétés, tout type de société qui aient l'obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs, y compris les entreprises cotées. Comme ça a été mis, que les entités étrangères déclarent leurs bénéficiaires effectifs lorsqu'elles opèrent en France. À l'heure actuelle, je crois que dans la proposition de la Commission européenne, ce serait celles qui ont des activités ou qui achètent un bien immobilier. Moi, je suis pour que ce soit tout le monde, qu'en tant qu'à faire, autant avoir toute la transparence, parce que si on limite à un domaine, ça ouvre la porte ou la fenêtre pour l'opacité dans d'autres domaines. Mettre à jour les informations, c'était aussi une proposition qui était faite, d'avoir l'ensemble des informations sur les différents chaînons de la structure de propriété, accessibilité du registre des trusts, avoir le registre en données et accès ouvert et améliorer le moteur de recherche, parce qu'actuellement, on ne peut pas faire de recherche par bénéficiaire effectif, mais je pense que vous reverrez ça tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, on a besoin de contrôle et de sanctions poursuites. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, les sanctions en cas de manquement, c'est une amende de 37 000 € pour les personnes morales et 7 500 € pour les bénéficiaires effectifs. Donc, on peut se poser la question de est-ce que peut être dissuasif 7 500 € pour une personne physique, peut-être 37 000 € pour une personne morale, ça pose question. Et puis, je vois aussi pour moi, en termes de souhait pour Noël, qu'il y ait davantage de recherches qui soient réalisées sur les bénéficiaires effectifs, sur ce que ce registre nous apporte, nous dit et ce que ça ne nous dit pas, pour qu'on puisse après combler les lacunes et les trous dans la raquette. Alors, je vois qu'on s'approche de la fin. Pour terminer, Lucas, je laisse la parole à Lucas pour notre slide suivante. Tout simplement que ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a de l'opacité, tout le monde peut en profiter. Et peu importe du type de personne, c'est quelque chose qui est disponible
par définition à tout le monde, parce que comme on ne sait pas qui, tout le monde peut rentrer dans ce qui. Là, il y a un petit tableau avec lequel on conclut. Merci beaucoup. Merci. Alors, il nous reste 1 minute. Je ne sais pas s'il y aurait. Je sais que c'est le temps de pause, donc je ne veux pas trop. Et le déjeuner, c'est important. Mais s'il y a jamais une question ou autre que vous auriez avant qu'on vous laisse déjeuner et que vous repreniez cet après-midi avec des sessions passionnantes. Voilà. Je vais arrêter de partager. Hop là. Alors, bon, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à m'interrompre si vous en avez une, évidemment. Eh bien, je remercie vraiment Sophie et Lucas. Ça a été passionnant, interactif, malgré la difficulté. On n'a pas réussi à créer des petits groupes, mais je trouvais que ça a été très interactif. Donc, merci beaucoup. On reprend à 13h45. Donc, je sais que c'est un petit peu court. Et ça sera avec Mayra Martini, donc c'est une collègue qui travaille à Transparency International Secrétariat qui est à Berlin. C'est vraiment une experte de manière globale des flux financiers illicites, des registres. Elle pourra vraiment vous donner une comparaison sur les registres existants, ce qui fonctionne ailleurs, ce qui ne fonctionne pas, comment on peut comparer le registre français avec les autres. Donc voilà, si vous avez encore une question, vous pouvez l'être, on pourra aussi répondre tout à l'heure. Et voilà, merci encore Sophie et Lucas, c'était vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Merci et bon appétit à tous et à tout à l'heure, donc 13h45. Merci à vous pour votre écoute. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir.